Pour créer une barre de temps dans le jeu, on va créer une nouvelle UI scène qui est composée en somme de deux images faites donc de deux matériaux qui sont toujours du type émissive. Voilà la structure donc de la première image, et là vous avez la structure de la deuxième image, donc de la matière faite pour la deuxième image. Vous voyez donc ici un compteur. Simplement, il a été rajouté ici pour créer un matériel intensier, un paramètre de flashing, donc qui va permettre d'augmenter ou de diminuer le flash, et un paramètre ici de vitesse de la barre. Et le principe pour faire avancer cette barre, c'est d'utiliser ici une texture comme un masque, donc en noir et blanc, et vous voyez ici que cette texture avance progressivement. C'est ce qui fait en somme le timer. Ensuite, on crée un matériel intensier, comme nous l'avons déjà vu, et là, on va avoir donc la possibilité d'agir sur la vitesse du flash et sur la vitesse du timer. Alors, ceci se trouve dans un sous-répertoire matériel intensier dans le répertoire principal Mi Top Game. On doit maintenant rajouter dans la scène un acteur matériel instance acteur qu'on positionne par exemple à cet endroit. Je clique donc dans les propriétés ou touche F4 du clavier, et sous matériel instance acteur, je choisis ici le matériel que j'ai créé avant, celui-ci que je peux appliquer dans l'acteur. J'ouvre le Kismet et je rajoute donc ces acteurs. New Event Level chargé. Ensuite, je fais un New Action UI Scene Open Scene. Et à l'intérieur ici, je choisis justement la scène que je viens de créer, que je rajoute donc sur cette ligne. Et je rajoute ici une séquence matinée. Je sélectionne donc en premier l'acteur intensier. Ensuite, je fais un New Empty Group. Je donne un nom à ce New Empty Group. Par exemple, mat pour matière timer. Ensuite, je rajoute ici des pistes New Floating Material Paramètre Track. Sous paramètre name, je donne le nom de flashing, donc qui est, vous vous souvenez, dans le matériel intensier, ce qui va nous permettre justement de faire varier ce paramètre. Je crée une nouvelle piste et je donne aussi l'autre nom de l'autre paramètre. Je donne le nom donc de flash speed, donc ça sera la vitesse. J'ouvre l'éditeur de courbe. Je sélectionne donc le premier paramètre en cliquant ici donc sur cette petite icône. À la position 0, je crée une clé. Je vérifie la valeur pour cette clé, donc 0. Ensuite, je vais positionner donc le curseur de fin de la séquence à environ 120 secondes. Voilà, ça sera la durée totale du timer. Ensuite, je sélectionne ici la courbe et je vais sélectionner ici ce type de variation de courbe qui est une variation brutale. Donc on passe d'une valeur à l'autre instantanément. Alors, je rajoute ici à 90 secondes un point clé et je mets ici la valeur de 1. Donc, vous voyez, vous obtenez ici une variation brutale. Donc, la vitesse du flash va augmenter à partir de 90 secondes jusqu'à 120 secondes.
On va maintenant accentuer la vitesse du flash, donc du timer, à partir donc de 90 secondes. Alors je choisis donc le paramètre flash speed, je rajoute une clé à 90, je vérifie la valeur, donc 0, et je refais une clé à 120, donc à la fin, et cette fois-ci je mets une valeur de 8 par exemple, donc ça va augmenter la vitesse du flash. Alors une fois que le timer est arrivé à la fin du jeu, on peut donner aussi une information aux joueurs, par exemple du style le temps est fini. Alors pour cela, souvenez-vous, on avait créé un peu le même genre de programmation ici, donc je vais sélectionner objet, je fais CTRL-C, CTRL-V, et je déplace ceci à cet endroit et je change simplement ici comme ceci, et là je vais simplement changer ici l'UISN. Je vais prendre ce type d'UISN qui est une indication comme quoi le jeu est terminé. Voilà une séquence de jeu que nous allons étudier. One. Two. Three. Four. You have won the match. Nous avons donc dans cette scène deux pièces. Dans la première pièce, vous avez un player start et un acteur caméra. Ensuite, dans la deuxième pièce, vous avez ici une static mesh que l'on peut déplacer comme une porte. Entre les deux pièces, on a ce que l'on appelle un volume trigger. Voilà, trigger volume. Alors pour construire un trigger volume, on part d'une broche qui a la forme donc du trigger volume et ensuite on va à cet endroit chercher trigger volume. On ouvre donc le Kismet et on commence la programmation. Alors on fait d'abord la caméra setup, c'est-à-dire qu'on a le player qui rentre ici. On fait un attach to actor, c'est-à-dire qu'on attache une caméra au player avec cette caméra target pour que la caméra vise dans un endroit de la scène. Donc le player se déplace et arrive à un moment donné dans le volume trigger qui se comporte comme un trigger classique. Alors on retrouve donc ce volume trigger à cet endroit. On fait en somme que le volume trigger se déclenche quand il est touché. Ensuite, on ouvre une open scene, c'est-à-dire qu'on ouvre une UI scène pour que apparaissent sur l'écran les 4 flèches qui vont nous servir à déplacer le bloc. Si l'on ouvre donc les propriétés de l'open scene, on trouve à cet endroit justement l'UI scène qui est cette UI scène ici. Alors je clique 2 fois dessus pour ouvrir l'éditeur du UI scène. L'UI scène est composé de 4 boutons. Si je prends par exemple ce bouton et que je clique donc 2 fois sur le bouton pour ouvrir le Kismet qui est en relation avec ce bouton et que je m'intéresse à la partie Focus Z, je constate ici que quand on appuie donc sur la flèche ou quand on clique sur ce bouton, on fait un Activate Level Event et ici on met le nom de la variable. Et bien ici ce sera déplacement vers le bas, Move Down. Donc on fait la même chose pour les 3 autres boutons en appelant respectivement les boutons avec bien sûr d'autres noms, Move Right. Ici on a Move Up et ensuite pour le dernier bouton on a Move Left. Ensuite on fait bien attention que Pause Game n'est pas active, autrement les flèches ne clignoteront pas. On peut donc fermer l'UISN et toujours sauver notre travail.
Sur la sortie OpenEd scene de l'OpenScene, je crée ici une variable du type objet que j'appelle blockScene, que je retrouve en variable globale à cet endroit. Ceci nous permettra de fermer la scène à la fin de la séquence. On doit maintenant programmer les 4 blocs pour qu'ils se déplacent dans le sens indiqué par le bouton vert qui flash. Nous avons donc 4 séquences à peu près identiques dans la programmation. Alors, si je regarde la séquence Move Up, on voit que le module principal, c'est le module matinée qui permet justement de faire le déplacement. Alors, intéressons-nous d'abord à cette partie qui sera justement identique pour les 4 directions. J'ouvre donc l'éditeur de matinée. On doit donc sélectionner en premier donc la static mesh qui ici vous voyez est violette, donc c'est une static mesh que l'on peut déplacer. C'est comme une porte. Ensuite on fait un empty group, on le nomme moving block. Ensuite on fait ici une piste de mouvement, on rajoute une piste de mouvement et on crée 2 points clés en 0 et après 1 seconde une deuxième clé, ce qui nous permet justement de faire ce déplacement de bloc. On rajoute ici une piste événement, donc ici un new événement track et à la position de 1 seconde, donc à la fin de cette séquence, on crée un premier événement qui s'appelle événement 0 et qui sera utile ici pour la suite de la programmation, qui en somme signale la fin du déplacement de ce bloc. Maintenant il faut déclencher la séquence matinée. Alors pour cela on utilise un remote event avec la variable moveUp. C'est donc quand on appuie donc sur la flèche verte qui va vers le haut, ceci envoie donc cette variable et on a ici une comparaison booléenne. Si la sortie de cette comparaison est vraie, on déclenche la séquence matinée qui elle-même est bouclée sur elle-même, ce qui fait revenir le bloc au centre. Nous avons donc ici une variable booléenne qui se retrouve ici, vous voyez, dans les global variables. Cette global variable est déjà initialisée sur vrai, ce qui fait que quand le remote event arrive, eh bien, la comparaison étant vraie, la séquence matinée va pouvoir démarrer. Ceci nous permet de déterminer le sens de déplacement du bloc. On veut justement que le bloc se déplace d'abord vers le haut. Donc les autres variables globales sont initialisées sur faux. Ce qui correspond, vous voyez, à ces variables de comparaison à l'entrée du séquenceur matinée. On a vu donc que quand le séquenceur matinée est arrivé donc après 1 seconde, il crée un événement 0. Alors on va utiliser ici cet événement 0 pour changer justement l'état de la variable booléenne qui est la même que ici. Cette fois-ci, on lui dit qu'elle est fausse, ce qui veut dire que je ne pourrai plus activer la flèche qui déplace le bloc vers le haut. Et comme je veux que maintenant le bloc se déplace vers le bas, j'initialise la variable donc qui fait partir la séquence du bloc vers le bas sur la valeur vraie, ce qui permet donc ici d'enchaîner avec la deuxième séquence matinée et ainsi de suite. Ceci se fait sur tous les blocs. Donc là on définit en somme une façon d'interagir sur le déplacement du bloc en ayant d'abord un déplacement vers le haut, ensuite vers le bas, ensuite vers la gauche et après la droite. Et quand le bloc revient au milieu, eh bien, nous sommes à cet événement 0 dans la dernière séquence, ce qui va nous permettre, après un délai de 3 secondes, de fermer la scène, donc la UI scène des 4 flèches. On a ensuite rajouté des play sound à chaque sortie event 0 pour émettre un signal sonore. Alors ici, si je clique sur les propriétés play sound, je vois que c'est ici 1 seconde. Après, j'utilise 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes.
Et ensuite, on a pour la séquence finale, ici, un play game over qui doit se trouver à cet endroit. Oui, c'est un son qui signale victoire. Pour finir cette partie, une petite astuce, vous voyez qu'on peut colorer les blocs pour que le programme soit plus lisible. Donc il suffit de sélectionner le coin donc du commentaire et ici vous choisissez la couleur de votre bloc. On peut encore regarder comment a été créée la static mesh. Donc c'est assez simple, c'est un cube. Et ensuite, l'application de la texture ici a été multipliée pour donner cette impression de 4 carrés par face. Alors ici, vous avez la matière qui a été utilisée. Et si j'ouvre l'éditeur de matière, donc toujours fait de la même façon. Ici, donc vous avez un timer qui déclenche une onde sinusoïdale avec un multiplicateur. Là, vous avez la texture simple qui est un vert, tout simplement. Ensuite, ici, pour donner cette bordure légèrement grise, vous mettez ici une texture simple avec un dégradé que vous avez fait dans Photoshop sur l'opacité pour obtenir ce type de matériel. Nous allons donc continuer ce petit jeu en rajoutant 3 croix que l'on doit capturer. Alors pour créer une croix, j'ai utilisé, vous vous souvenez, le module Geometry Tool. En utilisant Pen et en faisant un extrude ici, j'ai créé donc cette forme qui s'est extrudée automatiquement. Ensuite j'ai fait un optimise pour optimiser le nombre de faces. J'ai additionné donc cette forme à la scène et ensuite j'ai fait une conversion en une static mesh que j'ai sauvé donc dans Mi Top Game Static Mesh. Voilà la static mesh. J'ai fait une collision autour de la static mesh, donc une collision extrêmement simple, cette collision là. Ensuite j'ai rajouté donc la static mesh à cet endroit donc dans la scène. J'ai diminué son échelle à 1/2 et je l'ai positionné donc vous voyez à cet endroit. Donc j'en ai mis 3 dans la scène que l'on voit donc ici, une croix, 2, 3 croix. Ensuite ces croix donc je les ai positionnées de cette façon et je les ai converties en des static mesh conversion to mover, c'est-à-dire que ça devient des static mesh que l'on peut faire tourner ou déplacer, comme les portes. Ensuite, j'ai rajouté au-dessus des croix, pour l'esthétique, des lampes qui sont des lampes qu'on peut télécommander, c'est-à-dire qu'on peut allumer ou éteindre. Nous avons déjà vu ça dans les précédents cours. Donc voilà les propriétés donc de ces lampes, avec ici l'intensité qui est assez accentuée puisque je l'ai mis sur 5 et j'ai choisi ici une couleur qui est proche de la couleur de la croix. On ouvre donc l'éditeur de Kismet. Pour créer une séquence, on désire que la croix tourne sur elle-même. Alors pour cela, je rajoute déjà un module comme ceci, donc je fais un CTRL-C, CTRL-V, je coupe le lien. Ensuite, je rajoute un module New Matinée et je fais cette liaison. J'ouvre l'éditeur de Matinée, je sélectionne donc la croix que je veux faire tourner, je crée un empty group que j'appelle croix, je crée une piste de mouvement et à la clé 0, nous sommes dans cette position de la croix. Maintenant, je me mets ici à 1/2 seconde, je crée une nouvelle point clé et j'utilise ici l'outil de rotation et je fais tourner la croix de 90 degrés. Je continue à 1 seconde.
Maintenant, je coche ici cette variable pour avoir une interpolation donc correcte. Donc je peux ici mettre les butées afin de faire un test. Donc voilà, la croix tourne correctement. Alors attention, souvenez-vous que le pivot doit être au centre de la croix pour que la croix tourne correctement. Alors je refais ici un petit exercice. Pivot. Et ensuite, pivot, save pivot. Ensuite, vous pouvez donc sélectionner les pivots séparément, revenir dans le Kismet, rajouter ici un nouvel objet, donc mover, que je peux relier à la sortie du matinée. Et maintenant, si je fais un test, donc vous voyez que toutes les croix tournent. Il nous faut maintenant vérifier une propriété de la static mesh, c'est-à-dire que maintenant on désire que quand la static mesh sera touchée, qu'elle disparaisse et que par exemple la lampe s'éteigne. Alors pour cela, je sélectionne donc une static mesh, je fais F4, je vais sous collision et je vérifie ici le type de collision. Là, il n'y a pour l'instant aucune collision. Je choisis le type de collision lorsque la static mesh est touchée. Je sélectionne cette première croix et j'ouvre à nouveau le Kismet. Je rajoute le module New Event Touche, donc c'est la croix. Je rajoute ici un module Toggle, un deuxième module Toggle, mais qui sera différent car celui-ci s'appelle Toggle Hidden, c'est-à-dire qu'il nous permet de faire disparaître la cible qui dans ce cas sera la croix. Donc la croix étant sélectionnée, je peux rajouter ici la croix que je relie ici sur le target du toggle. Ensuite, quand la croix est touchée, elle vient sélectionner donc le toggle hidden qui nous fait disparaître la croix. Ici, on va utiliser ce toggle pour faire une cinématique sur la lampe. Alors, même procédé, je fais un turn off et je rajoute ici la lampe qui se trouve en relation avec la croix. Et je fais la liaison comme ceci. Effectuons un premier essai. Donc tout est correct. Si maintenant on désire signaler au player qu'il vient de toucher la croix, en affichant par exemple un symbole sur l'écran, on doit procéder de la façon suivante. Nous allons donc utiliser comme d'habitude les UISCEN. Là vous voyez donc dans le paquet UISCEN de MeTopDown Game, j'ai créé ici en key 0 il y a un logo, en key 2 il y a 2 logos et en key 4 il y a 3 logos. Donc je vais utiliser ces UISCEN pour signaler la capture d'une croix dans le jeu. Donc je vais récolter les informations à chaque sortie ici du toggle pour la première croix, la deuxième croix, la troisième croix. Pour cela je vais aller chercher un nouveau module, un switch. Je vais lui donner 3 sorties. Je relie donc les 3 sorties des toggles sur l'entrée du switch. Je crée ici donc un OpenScene pour la première croix que je relie donc à la sortie donc du switch sur l'entrée de l'OpenScene. Ici je vais aller chercher donc l'OpenScene où il y a simplement un symbole.
donc ce sera key 0 que je rajoute donc sur cette ligne. Ensuite, je vais créer une variable objet. Alors d'abord, je vais aller dans les global variables et puis créer donc une variable objet. Je lui donne le nom de scène. Je rajoute donc ici une variable nommée qui s'appelle scène, que je relie donc à la sortie open du module OpenScene. Je vais chercher maintenant un new action UI scène, mais une close scène pour fermer la scène. Je vais donc relier aussi cette variable. Voilà. Ensuite, sur la sortie 2 du switch, je sélectionne donc la fermeture de cette scène. Donc, en conclusion, au moment où je touche la première croix, donc ceci vient par l'intercepteur 0. Une fois que la croix est touchée, il envoie une information dans le switch. Donc ici sur la sortie apparaît un événement qui ouvre la scène qui est sélectionnée à cet endroit. Ensuite, l'OpenScene donne dans la variable globale scène, qui est une variable globale objet, le nom de la scène qui est celle-ci. Ensuite, quand le player va aller toucher une autre croix, on va avoir donc une nouvelle information qui va arriver sur le switch. Donc sur la sortie 2 du switch, j'envoie l'information close scène. Donc je ferme la première scène qui contenait seulement un symbole. Une fois que ceci est réalisé, je continue le procédé de la même façon. J'ouvre la deuxième scène avec 2 symboles. Quand le player touche la troisième croix, le switch donnera donc une information sur la troisième sortie et je fermerai donc la scène qui comportait les 2 symboles et indirectement j'ouvrirai la scène qui a maintenant 3 symboles. J'aurai donc capturé les 3 croix, donc je serai à la fin de cette séquence. Quand vous créez donc une UI scène, il faut faire quand même attention à une chose où je me suis fait piéger, car l'UI scène apparaissait bien sur l'écran mais elle restait bloquée. Eh bien c'est l'interaction ici, il faut être absolument dans ce type d'interaction. J'étais locked, donc ça veut dire que l'image sera verrouillée sur l'écran. Le jeu ne peut plus continuer. Donc il vous faut faire input mode none. Il n'y a aucune interaction, donc le jeu devient transparent. Donc lorsque la troisième croix est capturée, une information donc sort ici. On vient de voir qu'on est passé par ici. Maintenant, je passe avec cette information sur un délai de 3 secondes pour fermer justement la scène avec les 3 symboles. Donc même principe que ici. Quand les 3 croix sont capturées, en même temps je fais ici ce qu'on appelle un play annoncement où je peux donner une information texte sur l'écran. Alors vous avez gagné, bravo. Et puis ici je peux choisir un son de victoire, par exemple, pour signaler la fin du jeu. Effectuons donc maintenant un test final.